ce que je propose, c'est que maintenant on passe à la deuxième actualité des faits marquants, ça concerne l'Algérie. Et donc, l'Algérie, donc, elle est entrée dans un processus révolutionnaire depuis maintenant bientôt 2 ans, qui a bloqué donc le 5e mandat et chassé Bouteflika. Et ça a plongé donc l'Algérie dans une crise politique puisque l'état-major qui décide de tout ne veut pas, en tout cas, ne comprend pas et ne veut pas entendre les revendications des Algériens. Alors, ça a provoqué une crise politique et institutionnelle, et cette crise, elle touche les plus hauts sommets de l'État algérien, qui perdure à ce jour. Alors, le processus révolutionnaire, le Hirak, a marqué par la précision des mots d'ordre, la silmiya, l'utilisation du drapeau amazigh comme symbole d'unité contre le système en place, le Yetna effectivement, et Madania Machi Askaria, eh bien, ce système dégage. Les slogans scandés tels que Bled, Bledna sont scandés à l'unisson et le Hirak donc enregistré beaucoup de victoires. L'arrestation de généraux majors des deux responsables de la gendarmerie, des responsables de la police politique, de plusieurs généraux, de plusieurs oligarques, dont les procès ont montré le niveau de généralisation de la corruption et de l'état de non-droit. Alors, le refus de la conférence nationale de Bouteflika, le rejet des élections de juillet 2019, le boycott et le rejet des élections du 12 décembre 2020, le rejet du boycott du référendum du référendum plébiscite du 1er novembre, où c'était par le biais de la révision de la Constitution, c'était donc une tentative de normalisation qui était engagée par le chef d'état-major de l'armée, Gaïd Salah. C'était donc de légitimer le pouvoir de Tebboune. Alors, les institutions issues du régime de Bouteflika, l'APN, l'Assemblée populaire nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, tout cela s'avère être un échec. Alors, ce dernier événement donc nous amène à demander aux camarades Mohamed Araf de nous éclairer sur la stratégie de régime en place en faisant une lecture commentée du projet de budget 2021. Alors, à toi la parole, Mohamed. Oui, merci Malika pour la question. Donc, sur la loi de finances qui était donc pour 2021, qui est le budget donc du pays pour l'année 2021. Que dire sur ça? Au lendemain du passage en force donc, du 12 décembre 2012, le chef de l'État Tebboune avait béni le Hirak. Il avait déclaré la date du 22 février, souvenez-vous, comme étant une date nationale, et il avait même promis une nouvelle république. Donc, souvenons-nous des exigences du Hirak. Donc, on s'en doutait que c'était une récupération. Les exigences du Hirak, c'était une république libre, un pays libre, indépendant, démocratique, avec un état de droit, une justice indépendante, un état civil et non militaire. On est loin de tout ça. On est loin de tout ça. On se doute bien que ce n'est qu'une tentative de récupération et d'opportunisme politique pour appliquer sa feuille de route, dont l'objectif essentiel est de régénérer le même système avec une nouvelle clientèle. Et c'est là où, effectivement, donc, il y a de l'opportunisme politique. On reviendra sur ce sujet de cet appel à cette clientèle nouvelle, à reconstituer une clientèle nouvelle pour garder le même système, pour qu'ils occupent la place des alliés d'hier, comme les FLN, le RND. Ils sont encombrants aujourd'hui et ils sont un peu usés. Leurs responsables sont en prison. Donc, c'est propice pour l'opportunisme politique, pour renouveler cette devanture politique donc de ce système. Voilà, donc s'ils pouvaient venir en plus ces gens-là, ces opportunismes politiques du Hirak, donc c'est tout bénéf et tout béni, puisqu'il parlait de béni, il bénissait le Hirak. Maintenant, voyons à travers de la loi de finances de 2021, c'est-à-dire le budget du pays, les vraies priorités de ce pouvoir. C'est là où on va voir vraiment
la différence entre les mots et le cœur là où il va. Donc, cela dit, il faut dire que l'exercice, il est utile. Il est nullement nécessaire d'être un spécialiste ou un docteur en économie pour comprendre la supercherie. Hein. Même si gérer un pays n'est certainement pas une affaire simple. Ce n'est pas un budget de famille. C'est plus compliqué. Donc, évidemment, sur ce budget-là, ce ne sera pas notre première intervention. Donc, on reviendra certainement sur ce sujet pour approfondir. Là, on a juste voulu le monter en surface comme un fait marquant, parce qu'il a vraiment politiquement, s'il y a un fait marquant politique, c'est celui-là, donc vraiment, parce qu'il va marquer le destin du pays pendant toute l'année prochaine et même l'avenir d'après. Alors, je crois que tu as peut-être eu le temps de lire un peu ce projet. Oui. De la finance, et quel poste as-tu constaté? Pour l'aborder, effectivement, pour faire l'exercice, je suis parti d'une idée simple. Je me suis dit qu'un gouvernement lucide et responsable devrait s'attaquer aux urgences de son peuple, donc dans cette période très compliquée. Quand je dis lucide, c'est voir les choses telles qu'elles sont et pour identifier les vrais problèmes et responsable dans le sens où il essayerait d'apporter les bonnes réponses. Parce que étymologiquement parlant, responsable, il y a le mot réponse dedans, c'est apporter des réponses. Donc les trois urgences que j'ai identifiées, sur lesquelles je suis parti, il y en a d'autres, mais qui me paraissent partagées, c'est la santé, hein, l'urgence de la santé au vu du délabrement du système de santé et la crise de Covid actuelle, a fait que lever le voile et elle a mis à nu les résultats d'une casse du système public de santé, de la santé publique en Algérie depuis un certain temps. L'autre urgence, la deuxième urgence, c'est l'agriculture pour voir si on vise l'autosuffisance alimentaire, qui est un indicateur d'indépendance nationale pour un pays, c'est important. Et enfin, je me suis attaché à regarder la partie industrie, sur l'industrie, afin de voir, afin de produire les outils, nos habits et les produits de première nécessité, et ce faisant offrir des débouchés à la jeunesse et aux travailleurs et à tous les ingénieurs et à nos techniciens. Donc, concrètement, sur ces trois secteurs-là, je vais vous afficher les chiffres, juste pour… c'est un petit tableau Excel. Je ne sais pas est-ce que vous le voyez. Il faut que je partage. Il faut que je partage l'écran pour que vous puissiez le voir. Il faut laissez-moi juste une seconde pour le partager. Partager, et on va dire c'est celui-là, et on dit partager. J'espère que il est… Oui, voilà, partagé. très bien. Vous le voyez? On le voit. Oui, alors on voit les… Donc, je vais l'agrandir un tout petit peu pour qu'on puisse le voir, parce que sinon, il sera illisible. Là, je pense que vous voyez la totalité. Oui. Et évidemment, le budget, il y a beaucoup plus de postes que ça. Hein, donc, il y a une cinquantaine de postes. Donc, là, je les ai regroupés justement sur ces urgences-là pour voir un peu quelles sont les sommes allouées pour ces urgences-là. Déjà, rapidement, quand on fait l'analyse de ces budgets, on voit que le budget de la défense, évidemment, est le premier budget du pays, sachant que notre pays, 60% de la population a moins de 30 ans. Alors, Mohamed, excuse-moi, pour qu'on puisse bien comprendre la lecture du tableau,
notamment le tableau où tu as regroupé les secteurs que tu souhaites analyser, enfin les points. Donc en jaune, en fond jaune, ce sont les montants en milliards de dinars. Tout à fait, ouais. Et ensuite, tu as mis une dernière colonne tout à droite, c'est le pourcentage qui est accordé à ce secteur par rapport au budget total que l'on peut voir sur le tableau de gauche, qui est de 5 315 milliards de dollars. De dollars, non, pas encore. Non, de dinars. De dinars. De dinars, voilà. Donc, c'est important pour nous, voilà. Donc, pour les personnes qui suivront cette conférence, de comprendre un peu comment lire le tableau. Alors, à toi la parole. Oui, donc sur ce tableau-là, déjà, oui, j'ai dit que le budget de la défense nationale, il est de 23%, donc c'est le plus élevé. Vient derrière le budget de l'éducation nationale, qui est loin derrière, hein, donc en seconde position. La santé arrive en 4e position, donc dans les priorités alors que le Covid sévit, donc, et qui a mis à nu donc ce délabrement de notre système de santé actuellement. Donc, à vrai dire, la pandémie a été ignorée, j'ai l'impression, tout simplement. Donc, on constate, je vais revenir sur ce tableau-là, donc sur la partie gauche, en jaune, donc, on voit que je vais vous lire directement ce tableau, le budget alloué au service de la présidence, des intérêts du Premier ministre et des relations avec le Parlement, on voit le total, c'est 14 milliards de dinars. On le voit ici. Et les Moudjahidines, juste pour continuer, le ministère des Moudjahidines, donc c'est 235 milliards de dinars. Ministère des Affaires religieuses et dotations, 27 milliards. Et suivent, voilà, donc ça c'est les priorités, on voit bien les priorités de ce budget. Et à droite, donc, on constate que l'industrie, si on prend l'industrie, c'est 5 milliards simplement. Si on prend l'industrie et plus l'industrie pharmaceutique, donc on arrive à 5 milliards de dinars. Donc, vous rapprochez ces 5 milliards de dinars, par exemple, au ministère des Moudjahidines, 235 milliards, ou même au budget de la présidence, du Premier ministre et des relations au Parlement, qui est de 14 milliards, on voit bien que les priorités, où elles sont mises. Qu'est-ce qu'on peut, en regardant ce tableau aussi, en mettant en face à face les chiffres, on voit aussi que le travail, par exemple, le travail, l'emploi et la sécurité sociale et la formation et enseignement professionnel, ce qui prépare donc notamment les jeunes à occuper un emploi, à les qualifier, c'est 215 milliards de dinars. C'est loin de ministère des Moudjahidines, donc qui est donc 235 milliards. On voit bien qu'il y a un problème dans cette manière d'allouer les ressources du pays par rapport aux besoins et aux urgences de la nation. Donc, on est en 2020, 60 ans après la guerre. Donc, aujourd'hui, dans un pays où nous avons la guerre de libération, donc, dans un pays où nous avons plus de 60% qui sont des jeunes, qui attendent à être qualifiés, qui ont besoin d'être accompagnés et d'être accueillis, on voit bien où sont les priorités. Donc, voilà, donc ce tableau-là, il met en évidence, ce que je peux dire, c'est que quand on regarde le truc au niveau jaune, c'est les 14 milliards de la présidence, intérêt du Premier ministre, relations avec le Parlement, c'est les gens de l'entre-soi, au fait, hein, qui sont là. C'est toutes les dépenses qui est pour les députés, pour les banquets, voilà, donc de la vitrine, c'est le coût de la vitrine politique. Elle est là, c'est une clientèle d'une certaine manière. Et puis, de toute évidence aussi, le ministère des Moudjahidines,
235 milliards 60 ans plus tard, de toute évidence, il y a une problématique vraiment de clientélisme aussi à ce niveau-là. Et les affaires religieuses et dotations aussi, même chose. Donc, voilà un peu ce qu'on peut noter. En résumé, ce que je dirais en résumé, pour simplifier, je reviens sur est-ce que je vais arrêter, je vais arrêter le partage parce que sinon, c'est la technique du… Mais juste avant d'arrêter le partage, juste une réflexion. C'est très bien fait cette présentation parce qu'on voit à gauche, c'est Vous voyez le plus. passé, l'Algérie passée. On est resté dans le passé. Et pourtant, il revendique une nouvelle Algérie. Et la droite, c'est normalement tous les postes d'avenir. C'est la remets, projection voilà. de Je l'avenir l'ai du remis, peuple. voilà. Et là, c'est complètement minoré, c'est complètement vraiment. Il y a une totale contradiction avec le discours ambiant de cette nouvelle Algérie et également de solliciter le peuple algérien à voter un nouveau projet d'une nouvelle constitution afin de promouvoir cette nouvelle Algérie. Or, on s'aperçoit qu'ils ont une politique budgétaire. On a l'impression qu'ils sont fossilisés dans le passé. L'avenir n'existe pas. Donc, Oui. véritablement, le peuple, pour eux, l'avenir du peuple, c'est pas leur préoccupation. On peut résumer effectivement les choses comme ça. Donc, grosso modo, la santé des Algériens, ça alors que le Covid sévit, donc apparemment, et dans le monde, alors que dans le monde entier, les gouvernements se tirent des enseignements sur leur manière d'organiser leurs services de santé. L'industrie, toute évidence, avec 4,5 milliards de dinars, c'est le parent qui est très, très, très pauvre. Donc, alors que l'industrie, c'est pour accueillir les jeunes qui devraient sortir qualifiés, mais qui, d'ailleurs, le budget de la formation professionnelle aussi a été que de 51 milliards, il me semble, ou 51 milliards de dinars, qui reste aussi très en deçà par rapport aux besoins du pays, ainsi de suite. Donc, on voit bien que sur les besoins, les urgences, elles ne sont pas traitées du tout. Par contre, on voit très, très bien que la clientèle est soignée. Hein, donc, ça, c'est une chose aussi. C'est la première lecture qu'on peut faire. Après, il y a aussi une chose où il excelle. On le verra tout à l'heure. Donc, il y a une intervention, il me semble, une question qui sera posée, où il a démontré ses compétences et son excellence. Par contre, c'est l'intimidation et la répression. Hein, donc, pour tout Algérien qui s'opposerait pacifiquement d'ailleurs, soit quand il manifeste ou il écrit son opinion sur Facebook. Donc ça il est… Enfin, donc en un mot, ce budget, il matérialise la stratégie qui est inchangée, d'une stratégie qui est inchangée, c'est garder le système donc de l'arbitraire où le peuple est exclu et dont la souveraineté est usurpée depuis, pas d'aujourd'hui, depuis l'indépendance. Voilà, l'autre objectif, c'est toujours, on l'a dit, sa clientèle qu'il cherche à renouveler quand même, puisqu'il fait des appels de pied à tous les opportunistes politiques qui chevauchent le Hirak aujourd'hui et qui attendent juste un moment opportun, puisqu'on parle d'opportunisme politique, un moment faible du Hirak pour regagner cette Algérie nouvelle promise par le chef de l'État Tebboune. Évidemment, donc certains aimeraient bien, si possible, emmener avec eux la peau de l'ours du Hirak. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui veulent, qui pensent avoir tué l'ours, le Hirak, mais qui ont pronostiqué. Mais le Hirak n'est pas mort. C'est que la preuve, c'est que il a administré donc une leçon avec le refus du référendum le 1er novembre dernier. Donc, comme disait le poète donc, ou le sage, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.